Ce soir-là, l'air sur la place Bellecour, à Lyon, semblait pesant. Les lampadaires diffusaient une lueur terne à travers le fin brouillard qui descendait lentement d'un ciel couvert. Au milieu du vacarme des véhicules, une jeune femme marchait sans but, vêtue d'une longue veste noire dont la capuche couvrait une partie de son visage. Elle s'appelait Élodie, 22 ans, un visage doux, mais un regard perçant, comme si elle gardait un secret indicible. Depuis quelques jours, la ville était agitée par une rumeur étrange. Une femme mystérieuse avait été vue marchant seule la nuit, et chaque fois que quelqu'un tentait de l'approcher, les lampadaires environnants s'éteignaient soudainement, laissant flotter une vague odeur d'encens. Les habitants l'appelaient la Dame Blanche de Bellecour. De l'autre côté de la place, 4 policiers effectuaient leur ronde de nuit. C'étaient le brigadier-chef Antoine, le gardien de la paix Renaud, le brigadier Rémy et le gardien stagiaire Alain. Une équipe connue pour sa rudesse et ses méthodes souvent hors procédure. Antoine, le chef de patrouille, était réputé arrogant et aimait afficher son autorité face aux petites gens. « Et, c'est pas elle, la fille bizarre dont tout le monde parle ?» lança Alain en désignant Élodie. Renaud plissa les yeux. « Ouais, on dirait bien. Une bonne occasion de prouver à nos familles que c'est juste une folle qui sème la panique. » Antoine sourit avec cynisme. « Eh, préparez les menottes. Demain, plus personne ne parlera de fantômes dans notre secteur. » Sans réfléchir, ils activèrent brièvement leur gyrophare et s'approchèrent d'Élodie. La jeune femme s'arrêta, baissa légèrement la tête, puis la releva lentement. Ses yeux fixaient les leurs, calmes mais transperçants. « Qu'est-ce que j'ai fait, messieurs ?» Sa voix était douce, mais donnait la chair de poule. Antoine s'avança et attrapa brutalement le bras d'Élodie. « Tu inquiètes les habitants. Tu te promènes la nuit avec une capuche. Tu te crois dans un film d'horreur ? Hein ?» Élodie resta silencieuse. Son regard ne quittait pas le visage d'Antoine. Renaud pointa sa lampe torche vers son visage. « Au lieu de t'excuser, tu restes planté là. T'avises pas de résister, ou on t'embarque au poste. » Alain, qui observait la scène, commença à se sentir mal à l'aise. « Chef, elle est terriblement pâle, vous trouvez pas ? Regardez ses mains. » Tous regardèrent. Les mains d'Élodie étaient froides et livides, comme si le sang n'y circulait plus. Mais Antoine n'en avait cure. Il la serra encore plus fort. Assez fait d'histoires de fantômes. Rémy, attache-lui les mains. On la jette dans la voiture. Rémy, connu pour sa brutalité, sortit un serre-flex en plastique et tira le bras d'Élodie derrière son dos. Au moment où le plastique toucha sa peau, l'air ambiant changea soudainement. Un vent violent se leva, alors qu'il n'y avait aucun signe d'orage. Les lampadaires, un par un, clignotèrent avant de s'éteindre. « Merde ! C'est quoi ça ?» cria Renaud, paniqué. Élodie baissa la tête. Ses yeux changèrent lentement de couleur, devenant d'un gris argenté. « Je vous avais dit de ne pas me toucher. » La voix n'était plus celle d'une jeune fille. Élodie parlait comme si 2 voix se superposaient, une voix féminine et un écho grave venu de loin. Antoine recula d'un demi-pas, mais sans lâcher prise. Pas de tour de magie devant la police, compris ? Soudain, le serre-flex qui liait Élodie s'embrasa sans flamme et se rompit net. De sa peau émana une lueur douce, comme un brouillard blanc. Rémy, qui tenait encore le lien, fut projeté à plusieurs mètres en arrière, heurtant la voiture de patrouille. Renaud sortit aussitôt son arme, tremblant. « Stop ! Bouge plus. T'es qui, à la fin ?» Élodie le fixa longuement. « Je suis seulement quelqu'un qui a déjà franchi le seuil de la mort, monsieur. » Tous se turent. Antoine eut un rire nerveux, tentant de masquer sa peur. « N'importe quoi. Tout le monde peut dire ça. » Il s'approcha à nouveau, essayant de la saisir. Mais alors que sa main allait toucher l'épaule d'Élodie, la peau de la jeune femme devint totalement diaphane et son corps se mua en ombre. Antoine crut saisir de la fumée, sa main passa au travers. « Mon Dieu, elle a disparu !» hurla Alain. Soudain, Élodie apparut derrière eux. Sa voix était calme mais vibrante. « Je ne veux blesser personne. Mais si vous continuez à me forcer, je ne peux pas garantir que vous survivrez à cette nuit. » Le vent souffla de plus belle. Au loin, on entendit le son d'une vieille mélodie de vielle à roue, faible mais distinct. Une odeur d'encens envahit l'air. Renaud, dont la famille était originaire d'Auvergne et croyait aux vieilles légendes, comprit. Une musique sans musicien, la nuit, était le signe de la présence d'un esprit. « Chef Antoine, partons d'ici. »« Ce n'est pas humain, » murmura Renaud, tremblant. Mais Antoine restait têtu. « J'ai pas peur de ces conneries. » Il brandit ses menottes en acier,
tentant de saisir le poignet d'Élodie. Mais dès que le métal toucha sa peau, un bruit de ferraille retentit et les menottes se désintégrèrent instantanément, comme rongées par des décennies de rouille. Élodie le regarda avec pitié. « Vous avez blessé trop de gens sans raison. Cette nuit, c'est la nature qui vous jugera. » Soudain, depuis le parc de la Tête d'Or proche, on entendit les cris de passants qui voyaient la scène. « Mon Dieu! Qui est-ce? Pourquoi y a-t-il une lumière au milieu de la route ?» Élodie les regarda un instant, puis se dirigea lentement vers le parc. Chaque pas laissait une faible trace lumineuse sur l'asphalte. Antoine, qui commençait à perdre son assurance, hurla « Attrapez-la, ne la laissez pas fuir !» Alain et Renaud hésitèrent. Mais Rémi, qui reprenait à peine conscience, tenta de l'arrêter. Il sauta du côté de la voiture et chargea Élodie par derrière. Mais ce fut le contraire qui se produisit. Le corps de Rémi sembla heurter un mur invisible avant d'être projeté au sol, le visage blême. Quand Élodie le regarda, du sang se mit à couler du nez de Rémi. « Je suis déjà morte une fois, monsieur. Mais vous ne savez pas encore ce que c'est. » Ces mots résonnèrent longuement, glaçant le sang de tous ceux qui les entendaient. Alain, resté silencieux jusque-là, osa enfin parler. « Attends. Tu as dit que tu étais morte une fois. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Élodie esquissa un faible sourire. « Le savoir de la chair incorruptible. Je vis grâce à une promesse que je n'ai pas encore tenue. » Les trois hommes échangèrent un regard. Ces mots leur semblaient étranges. Mais Antoine, qui avait grandi près de la Ciotat, se souvint de quelque chose. Sa grand-mère lui racontait souvent des histoires sur une ancienne magie noire provençale, capable de ramener quelqu'un à la vie, même après la mort. À condition qu'il y ait un pacte avec des forces occultes. Antoine regarda Élodie avec horreur. « Tu es une sorcière ? » ?»« Non, » répondit-elle doucement. « Je suis juste quelqu'un qui veut racheter ses fautes passées. » La pluie commença à tomber, une fine bruine qui mouillait l'asphalte et rendait l'atmosphère encore plus pesante. Élodie observa les 4 policiers un par un. « Vous m'avez enchaîné sans savoir qui j'étais. Mais peut-être que cette nuit, vous apprendrez le vrai sens du mot « peur ». Un éclair violent déchira le ciel. Aussitôt, toutes les lumières autour de la place Bellecour s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité, seule la lueur des yeux d'Élodie était visible, d'un gris argenté, comme une lune brillant dans les ténèbres. À l'éclair suivant, Élodie n'était plus là. Seul le serflex brûlé et les menottes brisées gisaillaient sur le sol. Renaud se tenait la poitrine, le souffle court. Chef Antoine, ce n'était pas humain. Antoine restait figé. Je ne sais pas. Mais si elle possède vraiment ce savoir, ça veut dire qu'elle est morte et revenue à la vie. Mon Dieu! Alain regarda autour de lui. On devrait faire un rapport. Ce n'est pas une affaire ordinaire. Mais Antoine secoua la tête. Non. Si la hiérarchie apprend qu'on a eu peur d'une femme, nos carrières sont foutues. On règle ça nous-mêmes. Il regarda en direction du parc où Élodie avait disparu. Elle ne doit pas s'échapper. Quoi qu'elle cache, je le découvrirai cette nuit. La pluie redoubla d'intensité. Au loin, l'angélus de la cathédrale Saint-Jean résonna faiblement, couvert par le grondement du tonnerre. Renaud fixa Antoine. Si tu continues à la poursuivre, chef. J'ai peur que ce ne soit pas elle qui meure cette nuit. Mais Antoine s'avança quand même dans le parc, seul, défiant la pluie et la peur. Derrière les arbres, une silhouette l'observait. Un sourire froid, à peine visible, comme si elle attendait. La pluie s'abattait sans pitié sur le parc de la Tête d'Or. Un nouvel éclair illumina le visage d'Antoine, qui commençait à perdre son assurance, mais son ego était trop grand pour qu'il s'arrête. Tandis que ses 3 collègues attendaient dans la voiture, il s'enfonça seul dans l'allée sombre et glissante. L'eau coulait de ses cheveux sur son uniforme trempé. Dans la lueur des éclairs, les ombres des arbres ressemblaient à des silhouettes noires, immobiles, qui l'observaient. Antoine déglutit, se redressa et cria « Élodie. Si tu es humaine, sors. Arrête de te cacher comme un fantôme. » Pas de réponse. Seulement le bruit de la pluie sur les feuilles. Mais soudain, au loin, on entendit une voix de femme chanter une ancienne complainte en occitan. Doucement mais clairement. Âme liée, âme trahie, tant que justice n'est faite, ne quitte pas cette vie. Antoine se figea. Il avait déjà entendu cette mélodie dans son enfance. Une incantation pour appeler les esprits dans les rituels liés à ce savoir. Il tourna la tête rapidement à gauche et à droite. Qui chante ça? Soudain, sous un grand chêne ancien au milieu du parc, il vit la silhouette d'une femme assise en tailleur,
faisant face à un petit hôtel improvisé contenant de l'encens et des fleurs de jasmin encore fraîches malgré l'averse. Antoine s'approcha lentement. Ses bottes pataugeaient dans les flaques. Quand il arriva près d'elle, la silhouette se retourna. C'était bien Élodie. Mais son visage était désormais bien plus pâle, ses yeux vides, et sur son cou, on voyait la marque d'une longue cicatrice, comme une entaille. « Mon Dieu !» balbutia Antoine. « Tu es vraiment morte ?» Élodie sourit faiblement. « Je suis morte il y a 5 ans, dans ce parc. » Antoine recula d'un pas, mais sa curiosité le retint. « Si tu es morte, pourquoi es-tu encore là ? » « Parce que quelqu'un m'a réveillée. On m'a demandé de garder quelque chose, et ma tâche n'est pas terminée. » « Garder quoi ?» Élodie le regarda droit dans les yeux. « Garder le secret de ma mort. » Sa voix résonna entre les arbres, figeant l'air. Un nouvel éclair déchira le ciel, et dans sa lueur, Antoine vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Derrière Élodie se tenait une ombre immense, de forme humaine, mais sans visage. L'ombre se tenait immobile, penchée, comme collée à Élodie. Antoine leva instinctivement son pistolet. « Ne t'approche pas. » Élodie se leva lentamente. « Tu ne comprends toujours pas ? Un pistolet ne peut pas arrêter ce qui est déjà mort. » Antoine tira une fois. La balle traversa la poitrine d'Élodie. Mais, étrangement, elle resta debout. Seule une légère lueur s'échappa de la blessure, comme une poussière brillante, avant que celle-ci ne se referme. « Regarde, » dit-elle doucement. « Ce corps n'est plus un corps humain. » Antoine paniqua. Il se retourna pour fuir, mais Renaud et Alain apparurent, n'ayant pu attendre davantage. « Chef, on a entendu un coup de feu. Ça va ?» Dès qu'ils virent Élodie, ils reculèrent, terrifiés. « Mon Dieu, c'est vrai, ce n'est pas humain !» s'exclama Alain. Élodie les regarda. « Je ne veux pas vous faire de mal, mais si vous continuez à m'importuner, l'ombre qui me lie ne restera pas inactive. » Renaud observait l'ombre noire derrière elle. « C'est le gardien ?» Élodie baissa les yeux. « Il n'est pas un gardien. Il est une partie de moi. Quand je suis morte, mon corps a été jeté sous cet arbre. Un guérisseur a trouvé ma dépouille et a rappelé mon âme. Mais il ne le savait pas. Je suis revenue. Avec mon autre ombre. » Antoine déglutit. « Un guérisseur. Qui est-ce ? » Élodie sourit faiblement. « Vous le connaissez sûrement. » Antoine se tut, mais son cœur battait à tout rompre. Il réfléchit intensément, essayant de se souvenir d'anciennes affaires. Il y a 5 ans, il y avait eu un rapport sur la disparition d'une jeune femme. Élodie Pernot. Une étudiante de l'université Lyon 2, disparue sans laisser de traces après avoir signalé des policiers qui rackettaient sa famille. L'affaire avait été étouffée. Et maintenant ? Le même nom, la même fille, le même visage. Antoine la dévisagea. « Tu es Élodie Pernot ? Celle qui a disparu il y a 5 ans ?» Élodie ne répondit pas, mais des larmes coulèrent sur ses joues, se mêlant à la pluie. « J'ai essayé de partir en paix, mais le monde ne me l'a pas permis. Parce que la justice n'est jamais venue. Et vous ? Vous faites partie de ceux qui m'ont fait mourir. » Alain regarda Antoine, confus. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, chef ?» Antoine ne répondit pas. Il se souvenait de quelque chose d'encore plus sombre. Il y a 5 ans, lui et son équipe avaient participé à une opération discrète pour écarter un témoin gênant dans une petite affaire de corruption au sein de la police. Le nom de cette fille était apparu brièvement dans un rapport, puis avait été effacé. Il pensait que tout était terminé. Mais maintenant, cette fille se tenait devant lui. Vivante, ou peut-être à moitié vivante. Renaud comprit et murmura doucement. « Chef, ce sont nos propres péchés qui reviennent nous hanter. » Antoine serra les dents. « Je ne crois pas à ces superstitions. » Il tira à nouveau. 3 balles consécutives. Mais Élodie ne bougea pas. Son corps trembla légèrement, puis redevint immobile. L'ombre derrière elle commença à s'étendre, grandissant comme pour recouvrir tout le parc. Au loin, les lampadaires qui étaient éteints se rallumèrent un par un. Mais leur lueur n'était pas jaune, elle était d'un rouge faible. Élodie regarda Antoine. « Si tu veux connaître la vérité, suis-moi à l'endroit où j'ai été enterrée. » Puis elle s'enfonça dans l'obscurité du parc, laissant derrière elle une trace de sang lumineux. Alain tremblait. « Chef, on la suit ? C'est de la folie. » Antoine serra son pistolet. « Si c'est vraiment cette vieille affaire, je dois savoir. Je dois m'assurer que tout est réglé. » Renaud attrapa le bras d'Antoine. « Arrête,
Chef. Ce n'est plus une affaire humaine. Si tu insistes, on va tous. Ça suffit. Coupa Antoine sèchement. Je vais finir ça, même si je dois affronter le diable en personne. Il suivit Élodie, à travers la pluie qui se transformait maintenant en une fine bruine. Ils arrivèrent dans une zone reculée du parc, rarement fréquentée. Il y avait un petit monticule de terre couvert de mousse, sur lequel reposaient de vieilles offrandes presque détruites. Élodie se tenait là, le regardant. C'est ici qu'on m'a jeté. Pas de pierre tombale, pas de prière. Seulement la promesse d'un guérisseur de me donner une chance de me venger. Antoine commença à trembler. Qui t'a tué, Élodie ? La jeune femme le regarda droit dans les yeux. Des gens en uniforme. Et ce soir, je ne suis pas venue pour me venger, mais pour vous avertir. Parce que celui qui a ordonné mon meurtre est revenu. Antoine fronça les sourcils. Revenu ? De qui tu parles ? Élodie regarda vers le ciel puis murmura, vous le saurez demain. Un par un, les péchés du passé seront payés. Soudain, un éclair illumina son visage, et une ombre immense passa derrière elle avant de s'évanouir. À l'éclair suivant, Élodie avait disparu, laissant Antoine seul devant le monticule de terre. La pluie cessa. L'air devint glacial. Renaud et Alain arrivèrent de loin. « Chef, où est-elle partie ?» Antoine ne répondit pas. Il s'accroupit, toucha la terre humide et trouva quelque chose. Un petit collier en forme de croissant de lune. Sale, mais intact. Au dos étaient gravées des initiales. Épi. Alain regarda l'objet avec horreur. Chef. C'est la preuve. C'était vraiment Élodie Pernay. Antoine fixa le collier longuement. Ça veut dire qu'elle est bien morte ici. Renaud regarda autour de lui. On doit faire un rapport. Ce n'est pas seulement un phénomène étrange, c'est un meurtre qui a été couvert. Antoine hocha lentement la tête. Mais dans son esprit, il savait qu'il y avait quelque chose d'encore plus effrayant. Si Élodie vivait grâce à ce savoir, cela signifiait que le guérisseur qui l'avait ranimé était aussi en vie. Et qu'il contrôlait peut-être encore cet esprit. Cette nuit-là, ils retournèrent à la voiture en silence. Personne n'osa parler jusqu'à ce que le moteur soit allumé. Mais lorsque les phares s'allumèrent, ils virent quelque chose sur le pare-brise qui leur glaça le sang. Des mots, écrits dans la condensation de la pluie, comme par un doigt. « Je n'ai pas terminé. » Alain hurla et essuya la vitre, mais l'écriture réapparut. Plus clairement. « Je viendrai quand vous m'aurez oublié. » La nuit fit place au jour, mais le froid du parc de la Tête d'Or était encore collé aux os d'Antoine. La pluie avait cessé, le soleil se levait, mais l'atmosphère au commissariat de l'arrondissement était tendue. Aucun d'entre eux n'avait pu dormir. Renaud était assis dans la salle de garde, les yeux rouges, tandis qu'Alain tenait une tasse de café froid. Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant dehors, mais son esprit était fixé sur le visage d'Élodie et ses derniers mots. « Je n'ai pas terminé. »« Chef, » dit doucement Renaud. « On doit vraiment faire un rapport au commissaire ? Si cette affaire d'il y a 5 ans est liée à elle, c'est du lourd. » Antoine se tourna lentement. « Impossible. Si ce rapport est ouvert, on risque d'y passer aussi. Tu sais qui a étouffé l'affaire Pernay à l'époque ? » Alain fronça les sourcils. « Qui, chef ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Le commissaire Sylvain. » La pièce devint soudainement silencieuse. Ce nom fit échanger un regard aux deux collègues. Sylvain était leur ancien chef de service, connu à l'époque pour sa cruauté et sa corruption. Mais 1 an après la disparition d'Élodie, il avait soudainement été muté hors de la ville, sans laisser de traces. Puis, la rumeur avait couru qu'il était mort dans un accident. S'il est mort, quel est le rapport maintenant ? Demanda Renaud. Antoine regarda dans le vide. Élodie a dit que celui qui avait ordonné son meurtre était revenu. J'ai peur qu'elle ne parlait pas de Sylvain physiquement. Avant qu'il ne puisse continuer, la lumière de la salle de garde s'éteignit. Le bruit du ventilateur cessa, et l'air sembla se figer. Alain se leva d'un bond. Une coupure de courant ? Renaud regarda vers la porte. Mais le bâtiment d'en face est toujours allumé. Antoine attrapa une lampe torche sur le bureau, l'alluma. Mais la lumière ne dura que quelques secondes avant de s'éteindre aussi. Dans l'obscurité, ils entendirent le bruit de pas lents, humides, comme quelqu'un marchant en faisant goûter de l'eau. Les pas se rapprochaient. « Qui est là ?» cria Antoine. Pas de réponse. Mais la porte de la salle de garde vibra doucement, comme si on frappait de l'extérieur. 3 coups. Lents, regulars. Toc.
Toc. Toc. Alain recula contre le mur. Chef, n'ouvrez pas cette porte. Mais Antoine, toujours aussi têtu, s'avança. Il ouvrit la porte lentement, sa main sur son arme de service. Et là, dans la faible lumière du couloir, se tenait une femme aux cheveux trempés, portant des vêtements blancs collés à son corps. L'eau gouttait de ses cheveux sur le sol. Elodie, Murmura Antoine, incrédule. Le visage de la jeune femme était livide, mais ses yeux étaient calmes. Je suis venu, car vous devez savoir qui contrôle vraiment tout cela. Renault es approach dousement. Tu veux dire. Ce n'est pas toi qui te venges? Élodie secoua la tête. Je ne suis qu'un instrument. Il y a quelqu'un de plus fort que moi qui m'a redonné vie. Le guérisseur est toujours là. Et il veut quelque chose de vous. Qui est-ce? Demanda Antoine vivement. Il s'appelle Maître Bastien. Il vit à la périphérie, sur le Mont d'Or, dans une vieille maison près de la forêt de pins. C'est lui qui a lié mon âme pour m'empêcher de partir. Antoine la regarda avec méfiance. S'il te contrôle, pourquoi tu nous le dis? Élodie baissa les yeux. Ses larmes se mêlaient à l'eau sur ses joues. Parce que je veux être libre. Je veux mourir en paix. Mais il ne me relâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu 3 vies en échange des vôtres. Alain se figea. Mon Dieu. Renaud tira Antoine à l'écart. Chef, c'est de la folie pure. On doit quitter cette ville. Mais Antoine devint au contraire très calme. Si ce Bastien est réel, nous pouvons mettre fin à tout ça. Si Élodie n'est qu'une victime, nous la libérerons. Élodie regarda Antoine. Si vous y allez, il vous attendra. Puis, sans prévenir, son corps se transforma en un brouillard blanc, fila par la fenêtre et disparut en un instant. Renaud tomba à genoux. Mon Dieu, chef. Je n'en peux plus de voir ça. Mais Antoine se précipita vers les clés de la voiture. On part maintenant pour le Mont d'Or. Alain cria, chef, on ne s'est même pas reposé. Si on attend, répondit froidement Antoine, on ne sera peut-être plus là demain matin. Le trajet vers le Mont d'Or. Le ciel du soir commençait à s'assombrir à nouveau quand ils atteignirent la petite route menant à la forêt de pins. L'air y était plus froid, et le brouillard descendait rapidement. Aucun signal de téléphone. Chef, t'es sûr que c'est la bonne route? Demanda Renaud. Oui, c'est l'adresse mentionnée dans un vieux rapport, répondit Antoine, regardant son GPS qui ne fonctionnait plus. Alain observait les arbres des 2 côtés. Ce genre d'endroit est toujours plein d'histoires sordides. Antoine ne répondit pas. Il se contenta de conduire jusqu'à ce qu'il trouve une vieille maison aux murs de bois, entourée d'une clôture particulière. Devant la maison, une petite plaque de bois portait une inscription effacée, Maître Bastien. Guérisseur. Voyance. Incroyable, murmura Renault. Il y a encore des gens qui osent afficher ça de nos jours. Ils descendirent de voiture. Antoine frappa 3 fois à la porte. Pas de réponse. Mais alors qu'il s'apprêtait à appeler, la porte s'ouvrit lentement, toute seule. L'air à l'intérieur était froid et sentait l'encens. Au mur étaient accrochées des photos en noir et blanc de personnes en vêtements anciens. Au centre de la pièce, une grande table en bois supportait un bol contenant ce qui semblait être du sang séché. Alain déglutit. Chef, ça ne sent pas bon du tout. Soudain, de derrière un rideau, une voix rauque mais calme se fit entendre. Vous voilà enfin. Un vieil homme aux longs cheveux blancs, vêtu de noir, s'avança. Ses yeux étaient perçants mais tranquilles. Il fixa Antoine longuement, comme s'il le connaissait déjà. Bastien? Demanda Antoine. Le vieil homme sourit faiblement. Tu prononces mon nom comme si tu avais oublié tes propres péchés. Antoine se raidit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bastien eut un petit rire. Il y a 5 ans, un jeune officier m'a demandé de faire disparaître les traces d'un témoin. J'ai refusé. Mais après que la fille ait été tuée, on m'a demandé de couvrir le meurtre avec un rituel. Le savoir de la chair incorruptible. Je ne savais pas que son esprit était si fort. Il ne voulait pas m'obéir. Alain pâlit. Ce jeune officier. C'était qui? Bastien regarda Antoine droit dans les yeux. Renaud posa instinctivement la main sur l'épaule d'Antoine. Chef, ne me dis pas que c'était toi. Antoine baissa la tête longuement. J'ai seulement suivi les ordres. Je ne savais pas qu'elle serait tuée. Bastien fit lentement le tour du groupe. Ton supérieur est mort, mais ses actions perdurent. Et ses péchés, c'est toi qui en portes une partie. Élodie est liée à toi, Antoine. C'est toi qui l'as rappelé. C'est absurde.
cria Antoine. Je ne peux pas rappeler les morts. Maître Bastien le fixa intensément. Tu l'as pu. Quand tu es venu sur sa tombe, cette nuit-là. Tu étais ivre. Tu as crié sur cette terre humide. Si tu penses que je suis coupable, alors reviens. C'est toi qui as appelé son âme. Moi, je n'ai fait qu'ouvrir la porte. Renaud regarda Antoine, incrédule. Chef. C'est donc toi qui l'as ramené? Antoine ne pouvait pas répondre. Ses mains tremblaient. J'étais en colère ce jour-là. J'ai juste parlé en l'air, je ne l'ai pas vraiment appelé. Bastien le regarda profondément. Les mots d'un humain peuvent être une porte pour une âme assoiffée de vérité. Tu as ouvert cette porte. Maintenant, seul toi peux la fermer. Comment? Demanda Antoine faiblement. Va là où elle est morte. Verse ton propre sang sur cette terre. Et demande-lui de partir, sincèrement. Mais si tu hésites, elle te prendra, et ta vie deviendra la sienne. Alain s'interposa. Chef, non. C'est un piège. Mais Antoine savait qu'il n'avait pas le choix. Si c'est le seul moyen, je le ferai. Bastien surit faiblement. Tu es aussi têtu qu'à l'époque. Faites attention, Antoine. Une âme qui vit de vengeance n'est pas facile à libérer. Un vent soudain souffla par la fenêtre, éteignant l'encens sur la table. Quand ils regardèrent à nouveau, maître Bastien avait disparu. Lenia s'ensuara. Alain hurla. Mon Dieu, où est-il passé? Renaud se tenait la poitrine. Chef, tout ça dépasse l'entendement. Antoine serra le collier d'Élodie qu'il avait gardé dans sa poche. Nous retournons au parc ce soir. Je dois em finir. La nuit tomba à nouveau. Le brouillard couvrait les allées du parc de la Tête d'Or, désormais désert. Antoine marchait seul, tenant un petit couteau. Renaud et Alain attendaient dans la voiture, trop effrayés pour l'accompagner. Ils se tenaient devant le monticule de terre où Élodie avait été enterrée.